Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a pris part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Une rencontre largement consacrée à la situation dans la bande de Gaza où la famine a déjà tué des milliers d'enfants. Nous vous parlerons par la suite de l'IATF, ce rendez-vous de grande envergure, très attendu à Alger. Il s'agira de renforcer l'intégration économique du continent, de créer des passerelles entre les pays africains et de donner à Alger une place centrale sur la carte du commerce africain. Et puis nous terminerons à Batna, au cœur de la forêt Condorcet, un espace naturel qui attire de plus en plus de monde, devenu au fil du temps une routine de sortie pour beaucoup. Un cadre unique qui confirme son statut de destination privilégiée du tourisme montagneux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce lundi à Jeddah, en Arabie Saoudite, aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette réunion à laquelle a appelé la Turquie, en sa qualité de présidente en exercice du Conseil ministériel de l'organisation, a été particulièrement consacrée à l'examen des graves développements que connaît la cause palestinienne au regard de la poursuite de la guerre génocidaire à Gaza, des plans sionistes visant à réoccuper militairement l'enclave et déporter sa population. Il a également été question du projet expansionniste sioniste qui menace la région tout entière. Écoutons le ministre des Affaires étrangères. Les graves menaces qui pèsent sur la cause palestinienne, en particulier sur la région du Moyen-Orient en général, nous imposent ainsi qu'à l'ensemble de la communauté internationale l'adoption d'une nouvelle approche pour anticiper l'évolution de la situation et faire face aux dangers qui en découlent. Dans ce contexte difficile, la conjoncture actuelle place notre action collective au cœur des responsabilités en appelant la communauté internationale à prendre l'une des mesures dissuasives disponibles, au premier rang desquelles les sanctions internationales nécessaires contre l'agresseur. Ceci afin de mettre un terme à l'agression, faire triompher la vérité, imposer le respect de la légalité internationale et épargner à la région les menaces inédites et les risques imprévisibles aux conséquences incalculables. En marge de sa participation aux travaux de cette session extraordinaire, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue saoudien. La rencontre a permis d'examiner l'état des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Les deux ministres ont également abordé les évolutions récentes que connaît la situation en Palestine. Ahmed Attaf a également tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue tunisien. À cette occasion, les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer les acquis sur la voie du raffermissement des relations qui unissent les deux pays et ont abordé les derniers développements de la question palestinienne, la situation en Libye et dans la région du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, une rencontre consacrée à l'examen des différents aspects des relations algéro-égyptiennes et des perspectives de leur élargissement à des horizons plus prometteurs. Les deux ministres ont échangé leurs vues et analyses concernant plusieurs questions d'actualité au niveau international et régional. Au premier rang, la situation dans les territoires palestiniens occupés, au Moyen-Orient en général, ainsi que les derniers développements en Libye et dans la région sahélo-saharienne. Ahmed Attaf a également rencontré son homologue iranien. La rencontre a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les derniers développements de la situation au Moyen-Orient. Le ministre d'État s'est entretenu avec son homologue koweïtien. Les deux parties ont passé en revue les différents aspects des relations exceptionnelles qui lient l'Algérie au Koweït. Toujours pas de répit pour les Gazaouis. Les bombardements sionistes continuent de frapper durement la population. 15 personnes, dont 4 journalistes, ont été tuées ce matin dans une attaque visant l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Entre hier et aujourd'hui, ce sont près de 69 Palestiniens qui sont tombés en martyrs dans différentes zones.
Selon le syndicat de la presse, plus de 240 journalistes ont déjà perdu la vie. L'ONU réagit ce lundi. Les hôpitaux et les journalistes ne doivent pas être des cibles, a rappelé la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour à Gaza. Des milliers d'enfants souffrent de famine, victimes d'un blocus qui empêche l'acheminement de nourriture et de médicaments. Les images sont réellement insoutenables. Une catastrophe face à laquelle la communauté internationale reste largement silencieuse, malgré les appels répétés à mettre fin à ce carnage. Wissem Abou Zaïd et Majed Yahmoun. À Gaza, la famine frappe durement. Les casseroles sont vides, les ventres aussi. Une situation aggravée par le blocus et les bombardements. Je suis venue chercher de quoi nourrir mes enfants. On a tellement faim qu'on n'arrive même plus à tenir debout. La famine et la malnutrition touchent de plus en plus d'enfants dans les hôpitaux de la ville qui attendent un miracle. Les images parlent d'elles-mêmes. Certains enfants sont si affamés qu'ils ne ressemblent plus qu'à des squelettes. Les autorités sanitaires ont enregistré la mort de plus de 115 enfants. 10 d'entre eux décédés à cause des conséquences directes du blocus imposé depuis plusieurs mois par l'armée sioniste. Je suis terrifiée, j'ai tellement peur de perdre ma fille. Regardez, on arrive à voir ses os à travers sa peau. Elle est exténuée. Je ne peux rien faire pour elle. Je prie Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Pour les Palestiniens, la proclamation de l'état de famine par les Nations Unies marque un tournant majeur, une reconnaissance internationale de la tragédie provoquée par le blocus et le conflit en cours. Cette décision pourrait exercer une pression accrue en faveur de l'ouverture des points de passage et mettre fin à la politique de restriction imposée aux populations gazaouis. L'occupation poursuit sa politique de famine, de destruction et de bombardement depuis plus de 70 ans, ignorant systématiquement toutes ses obligations internationales, faisant fi de plus de 700 résolutions adoptées en faveur du droit du peuple palestinien. La situation humanitaire s'aggrave et la pression internationale peine à soulager une population de plus en plus en détresse. La question sahraoui refait parler d'elle sur la scène internationale. À New York, des spécialistes et militants ont tiré la sonnette d'alarme. Selon eux, l'occupation marocaine du Sahara occidental reste un frein à la stabilité et à la paix en Afrique. Ils rappellent que le droit à l'autodétermination est toujours ignoré malgré des résolutions claires de l'ONU. En tout cas, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un vrai référendum et dénoncer le pillage des ressources sahraouies. Yassine Yahoussini ainsi que Majda Yahmoud. À New York, lors d'une conférence internationale consacrée au Sahara occidental, experts, universitaires et militants des droits humains ont été unanimes. La poursuite de l'occupation marocaine et les visées expansionnistes de Rabat constituent aujourd'hui la principale menace pour la paix et la sécurité au nord et à l'ouest du continent africain. Ils ont appelé à une décolonisation urgente du territoire et au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans son intervention, Jacob Moundi, professeur à l'université Colgate, a retracé l'historique du conflit, rappelant au passage que l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en 1975 et les résolutions onusiennes qui ont suivi invalident toute prétention marocaine de souveraineté sur les territoires sahraouis. Dès l'invasion du Sahara occidental par le Maroc en 1975, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, est intervenue pour tenter de régler le conflit. La solution qu'elle a proposée correspondait exactement à celle des Nations Unies à la fin des années 1980. Un cessez-le-feu, le retour des réfugiés et l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. De son côté, l'experte en droit international Kathleen Thomas a rappelé que la question sahraoui était une question de décolonisation pure et simple, dénonçant les tentatives systématiques du Maroc qui visent à modifier la démographie du territoire par l'implantation de colonies afin de fausser tout processus référendaire. Elle a affirmé que Rabat redoutait le résultat du vote car le oui
en faveur de l'indépendance l'emporterait sans conteste. La spécialiste a critiqué au passage l'inaction du Conseil de sécurité face à ces manœuvres. Quand les Marocains ont constaté qu'ils n'obtiendraient pas gain de cause en gonflant les listes électorales et que les votants inscrits risquaient de se prononcer pour l'indépendance, ils se sont tout simplement retirés du processus. Et au lieu de les contraindre à respecter leur engagement, les États-Unis et d'autres membres du Conseil de sécurité ont avancé l'idée qu'il valait peut-être mieux négocier un accord plus tôt que d'organiser un référendum. De New York à Dar es Salaam en Tanzanie, une coalition internationale se dessine en faveur de cette cause juste. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs sahraouis, Naf'i Ahmed Mohamed, a exhorté les syndicats africains à poursuivre en justice les entreprises impliquées dans le pillage des ressources sahraouis et à les contraindre à se conformer au droit international ainsi qu'aux décisions des tribunaux qui invalident toute exploitation sans le consentement du peuple sahraoui. Un message clair ressort donc de ces actions et initiatives aux quatre coins du globe. Mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental n'est pas une option politique, mais une nécessité vitale pour la sauvegarde de la paix en Afrique. L'Afrique qui se prépare à un rendez-vous de grande envergure dans près d'une dizaine de jours. C'est Alger qui accueillera la plus grande foire économique africaine. Des milliers d'opérateurs sont attendus à l'IATF pour faire de l'Algérie un véritable carrefour d'échange, avec l'idée de renforcer l'intégration économique du continent, créer comme des passerelles entre les pays africains et donner à Alger une place centrale sur la carte du commerce africain. Walid Yousfi. La foire commerciale intra-africaine d'Alger, le plus important rendez-vous organisé sur le continent africain en matière d'échanges économiques et d'intégration africaine, avec plus de 2000 exposants et 35 000 visiteurs professionnels attendus et un volume prévisionnel de contrats estimé à 44 milliards de dollars. Une opportunité unique pour les opérateurs économiques africains de nouer des partenariats dans des secteurs clés, agriculture, énergie, industrie pharmaceutique, finance ou encore innovation. Nous allons ouvrir des filiales en Algérie et lancer des initiatives avec les jeunes algériens et africains. Il sera question d'opportunités d'investissement pour chaque pays lors de cet événement et de promouvoir les échanges dans le cadre du commerce bilatéral. Cette manifestation sera sans nul doute un succès car nous en tirerons de nouveaux modèles dans le domaine de l'entrepreneuriat et du transfert de technologies entre ces pays. Pour l'Algérie, l'IATF 2025 dépasse le cadre commercial. Il s'agit d'un choix stratégique. Alger veut contribuer activement à la réussite de la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme le plus vaste marché intégré au monde, avec plus d'1,3 milliard de consommateurs. Les projets structurants lancés par l'Algérie renforcent cette ambition. La route transsaharienne, le gazoduc Nigeria-Algérie et la dorsale en fibre optique. Autant de leviers pour fluidifier les échanges et connecter davantage le continent. Pour les experts, la tenue de l'IATF en Algérie traduit une connaissance du rôle moteur du pays dans l'intégration économique africaine. Alger qui a d'ailleurs rejoint le système panafricain de paiement et de règlement, un mécanisme innovant qui permet aux entreprises de commercer directement dans leur monnaie locale, ce qui cadre parfaitement avec l'objectif de l'Algérie de renforcer son rôle au sein de l'écosystème financier africain. Ce salon représente également une opportunité pour valoriser les potentialités de l'Algérie, notamment les infrastructures que le pays a œuvré à développer durant des années. Il y a également la route transsaharienne reliant l'Algérie à l'Afrique via la Mauritanie. Cette réalisation s'est accompagnée de relations économiques solides, offrant aux opérateurs algériens une meilleure fluidité pour accéder au marché de certains pays africains et y écouler leurs produits. Ce rendez-vous continental est un défi organisationnel, mais aussi une opportunité politique et économique majeure afin de positionner Alger comme une capitale africaine des affaires et donner un nouveau souffle au commerce intra-africain. L'IATF 2025, plus qu'une foire, une vitrine de l'Afrique qui investit, innove et s'intègre. Une Afrique qui choisit l'unité économique comme levier de souveraineté et de développement.
Et cette souveraineté passe également par la santé. En Algérie, de nouvelles unités pharmaceutiques viennent d'entrer en activité. Elles sont spécialisées dans les antibiotiques ainsi que dans les traitements contre le cancer. Implantées à Molbougui, elles permettront de répondre à la totalité des besoins nationaux avant de cibler des marchés étrangers. Ces investissements traduisent une vraie montée en puissance du secteur. Abdelrahman Chebah ainsi que Ramzi Mhamdi. L'industrie pharmaceutique en Algérie connaît une croissance soutenue ces dernières années, couvrant déjà plus de 80% des besoins nationaux en médicaments essentiels, avec la mise en service de dizaines de nouvelles unités et le lancement d'infrastructures spécialisées, comme ici au niveau de ce complexe de Ain Blila où 2 unités de fabrication d'antibiotiques viennent d'entrer en activité. Ce complexe pharmaceutique contribue aux efforts de réalisation de la souveraineté sanitaire en Algérie. Il produit aussi bien des médicaments essentiels que des dispositifs médicaux. Il a entamé en 2025 une phase d'expansion majeure avec l'acquisition de nouveaux équipements destinés à accroître la capacité de production. Notre objectif immédiat est de répondre à 100% de la demande nationale. Et avec cette nouvelle expansion, nous comptons nous orienter vers l'export. Après avoir sécurisé le marché intérieur, les opérateurs visent désormais l'exportation en augmentant les volumes de production afin d'ouvrir l'Algérie à de nouveaux marchés régionaux et internationaux en proposant des produits conformes aux normes mondiales de qualité. Nous pouvons couvrir au moins 25% des besoins nationaux en traitement anti-cancer et 100% de la demande en antibiotiques et gants médicaux. Le secteur vise donc l'autosuffisance totale à court terme avec l'ambition de faire du pays un hub régional d'exportation. À Blida, une jeune équipe d'ingénieurs s'est lancée dans un pari audacieux, à savoir fabriquer localement des machines industrielles de pointe, celles qu'on importait jusque-là à des coûts très élevés. Résultat, des équipements 100% algériens, fiables, sur mesure et adaptés aux besoins des clients. L'entreprise prévoit déjà d'augmenter considérablement sa production, une success story sur laquelle nous nous sommes penchés. Selma Khiwani ainsi que Walid Esfi. Cette start-up s'est lancée dans un secteur de pointe, la fabrication de machines industrielles 100% algériennes. Faisal et ses associés, des ingénieurs en mécanique, en intelligence artificielle et en automatique, fabriquent pièce par pièce des modèles sur mesure entièrement adaptés aux besoins de leurs clients. L'entreprise réalise sur mesure des machines CNC adaptées aux besoins de ses clients, découpeuses numériques, découpes plasma, chaînes de peinture époxy. Des équipements qui étaient jusque-là importés à des prix exorbitants, mais qui sont désormais produits localement avec une meilleure qualité. Un savoir-faire local qui permet de réduire la facture d'importation de ce type de machine. Conçues localement, elles se distinguent par leur qualité, leur fiabilité et la valeur ajoutée d'un savoir-faire 100% algérien. Quand un client vient nous voir, il nous explique sa conception. Nous lui proposons un ensemble de modèles pour la concrétisation de son produit. Nous concevons ensuite un modèle 3D. Une fois que le client valide le prototype, nous lançons la production. Le client suit toutes les étapes jusqu'au produit fini. Cette machine découpe du métal automatiquement. Auparavant disponible uniquement à l'étranger, désormais conçue et fabriquée ici. Elle fonctionne grâce à un système automatique. Les ingénieurs travaillent à partir d'une fiche technique détaillée, de la conception à la réalisation, rien n'est laissé au hasard. Nous avons été soutenus par le fonds d'aide aux startups ASF pour financer notre projet, qui est devenu partenaire. Nous avons rencontré des difficultés liées au foncier industriel. Nous avons exposé notre problème au président de la République lors d'une rencontre. 1 an plus tard, la promesse est tenue. L'entreprise reçoit une parcelle de 1000 mètres carrés. Cela nous permettra d'étendre davantage notre activité et de pousser notre production de 20 machines par an actuellement à 240 machines par an dans 3 ans. Un parcours semé d'embûches, mais qui ouvre aujourd'hui à Faisal et à son équipe de nouvelles perspectives, portées par les dispositifs de soutien aux startups et les avantages mis en place par l'État.
Il en est de même pour le transport aérien. Aujourd'hui, c'est la compagnie Domestic Airlines qui a lancé son premier vol commercial entre Alger et Tamanrasset. L'appareil, un Boeing 737-800, a décollé de l'aéroport Oued Boumedienne en présence du ministre des Transports, du PDG d'Air Algérie et de responsables du secteur. Cette compagnie, créée sur instruction du président de la République, répond au besoin de renforcer la mobilité des citoyens ainsi que les liaisons aériennes entre les différentes régions du pays, appuyant l'intégration nationale et contribuant aux efforts de l'État en faveur du développement du système national de transport aérien. Écoutons cette déclaration. Le vol reliant Alger à Tamanrasset a duré environ 2h15. Cette expérience illustre l'espoir placé dans cette compagnie, appelée à jouer un rôle essentiel dans l'amélioration du transport aérien. Elle contribuera aussi à alléger les difficultés de déplacement vers les régions sahariennes et les zones éloignées du pays. À l'occasion du 67e anniversaire de l'offensive de la Fédération de France du FLN menée le 25 août 1958, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit a organisé ce lundi une conférence autour du rôle de la communauté algérienne en France dans la révolution de libération nationale. Les participants ont souligné les sacrifices consentis par les immigrés algériens pour l'indépendance de l'Algérie. Une conférence qui s'est tenue en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïdr Bega, mais également de Moudjahidines, de membres de la Fédération de France du FLN et d'historiens dont certains ont été honorés. Le monde des médias est en deuil. Le journaliste et artiste Khaled Louma, figure emblématique de la chaîne 3 de la Radio Nationale, est décédé. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt qui a laissé derrière lui une brillante carrière à la radio algérienne, durant laquelle il a su conquérir le cœur de ses fans, collègues et auditeurs. Feu Khaled Louma a contribué tout au long de sa carrière à la promotion du goût du public pour l'art en Algérie via les ondes. Suite à cette douloureuse perte, la Direction générale de la communication présente ses sincères condoléances également à tous ses collègues de la radio algérienne et à la famille médiatique, implorant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde. De son côté, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, présente aussi ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à ses collègues et admirateurs. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. À Batna, la forêt Condorcet attire de plus en plus de monde. Il faut dire aussi qu'elle offre un cadre unique, bien loin du brouhaha de la ville. Des familles, sportifs ou simples visiteurs même viennent s'y ressourcer et en font même une routine de sortie le week-end. Un lieu devenu aussi un point de ralliement pour y organiser des randonnées et autres activités. Ce qui est sûr, c'est que cette forêt se classe parmi les destinations phares du tourisme montagneux. Selma Khiwani ainsi que Ramzi Mhamdi. Au cœur de la forêt Condorcet, au pied du mont Chlala, les visiteurs viennent profiter de l'ombre des majestueux cèdres de l'Atlas à la recherche de repos et de détente. Chaque week-end, je viens ici avec ma famille pour profiter des jeux et de la beauté de cette forêt. C'est un endroit magnifique entouré d'arbres, idéal pour les promenades et des activités en plein air. Les visiteurs apprécient l'air pur et la beauté des lieux. Venez profiter des bienfaits de la forêt et des arbres, mais laissez l'endroit propre, c'est très important. Avec ses arbres fascinants et sa biodiversité, la forêt Condorcet attire de plus en plus les associations sportives et culturelles qui organisent des activités de tourisme de montagne. Je viens ici depuis 17 ans pour courir et faire du sport. Nous courons environ 16 à 19 km lors de nos séances d'entraînement. Notre objectif principal est de promouvoir le tourisme de montagne, le sport et la détente. Nous invitons les visiteurs à venir profiter des bienfaits de la montagne. La forêt Condorcet est lieu à découvrir, un air pur à respirer et des montagnes à explorer. Si vous avez envie de vous ressourcer au cœur de la nature, ce lieu vous attend. Voilà qui clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Excellente soirée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.